Maintenant, en ce qui concerne l'intention, vous savez, vous dites que votre pensée est quelque chose qui, quand vous la donnez à l'univers, comme la loi de l'attraction, la demande, Vous avez lu tous ces livres américains. j'ai aussi lu la transformation intérieure, mais ça me rend curieuse à propos de ces choses. Quand on parle de la loi de l'attraction, où vous demandez, croyez et recevez tout ce qui est envoyé à l'univers dans une direction positive, ou plutôt dans une direction constante, a lieu, vous savez, parce qu'ils disent que vous concevez votre destin, vous concevez votre vie, comme vous venez de le dire, que vous savez que par votre effort conscient, vous pouvez contrôler votre vie. Maintenant, en ce qui concerne les intentions, maintenant, que se passe-t-il si quelqu'un, je veux dire vous envoyez un signal positif, super. Que se passe-t-il si quelqu'un... Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez fait une théorie. Il y a beaucoup de lacunes. Ok, donc très bien. Vous n'êtes pas d'accord avec ma question. Donc, ma question est la suivante. Si quelqu'un envoie... Ok, vous voulez que votre vie soit d'une certaine manière. Vous envoyez des signaux positifs, ce qui est super, mais... À qui? À l'univers. À l'univers. Dans quelle direction? Vers le haut ou C'est vers ce le que bas? je demande. Comment fonctionne la loi de l'attraction? Est-ce qu'elle marche vraiment? Elle ne marche pas. Elle ne marche pas? Alors, qu'est-ce qui marche? Comment La loi concevoir de son l'attraction destin? est quelque chose qui a lieu entre opposés. Oui, que ce soit deux aimants ou, vous savez, deux opposés, masculin et féminin ou quoi que ce soit. La loi de l'attraction est toujours entre opposés, n'est-ce pas? Du pôle nord au pôle sud, à ceci, à cela, elle marche comme ça. Maintenant, vous parlez de l'univers. Donc ça veut dire que vous êtes étrangère à cet univers? Une partie de l'univers. Si ça fait partie de l'univers, par quoi est-ce que ça peut être attiré? Eh bien, pourquoi disent-ils qu'on peut concevoir son propre destin? C'est possible. Vous pouvez déterminer votre destin, vous devriez le faire. C'est ce qu'être humain veut dire. D'accord. Voyez, si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, elles ont des cycles compulsifs. Elles vivent en les suivant, c'est bien pour elles, parce que c'est tout ce dont elles sont capables. Une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, tout ce que vous pouvez faire, à vrai dire, si vous regardez votre vie, vous ne faites rien de très différent de ce que font les autres créatures. Ils naissent, vous naissez, vous grandissez, ils grandissent, ils se reproduisent, vous vous reproduisez, ils meurent, vous mourrez. Rien de très différent. Mais ces mêmes choses simples, nous pouvons les gérer consciemment. C'est ce qui fait l'importance d'être humain. Dès l'instant où vous les gérez, disons que vous gérez votre main de façon consciente. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous n'allez pas simplement être assis ici et faire comme ça. Maintenant, cette main va faire ce que vous voulez. Supposez que vous gériez vos pensées consciemment. Maintenant, vos pensées vont faire ce que vous voulez. Si vos pensées faisaient ce que vous vouliez, comment vous maintiendriez-vous? Très bien ou malheureuse? Très bien. Oui, Si vous vous sentiez très bien, partiriez-vous à la recherche du bonheur? bien sûr. Non, si vous vous sentez très bien, vous êtes Si vous juste vous satisfait sentiez de ça. très bien, votre vie serait-elle à la recherche du bonheur? Je vous le demande. Vous seriez dans un état de... Oui, vous vous sentez très bien. Donc, ces choses que les gens pensent être les plus grandes choses de leur vie, être en paix, joyeux, n'importe, ne signifieraient rien pour vous. Parce que vous vous sentez très bien. Mais vous ne pouvez pas leur dire ça, ils vont se sentir insultés. Vous devez... Vous devez jouer le jeu. Mais essentiellement, si vos pensées et émotions suivaient vos instructions, vous vous maintiendriez au plus haut degré de bien-être, quoi que cela soit, n'est-ce pas? En effet. Oui, si cela se produisait, votre processus de vie tout entier s'apaiserait, totalement à l'aise. Là maintenant, c'est parce que vous êtes prêt à bondir comme un tigre. Vous devez obtenir quelque chose en permanence. Il n'y a rien à obtenir. Si vous vous asseyez ici, votre vie est complète. Maintenant, elle est à l'aise, totalement à l'aise. Lorsqu'elle est aussi à l'aise, elle va devenir perceptive. Maintenant, juste exercer une profession, gagner de l'argent, ou même être joyeux, ou être aimant, ou tomber amoureux, rien ne veut dire quoi que ce soit pour vous, parce que juste en étant assis ici, le plus haut degré de bien-être a lieu pour vous. Alors que feriez-vous avec cette vie? Naturellement, vous exploreriez quelque chose qui ne fait pas partie de votre perception là maintenant.
C'est comme ça que le processus spirituel commence. C'est comme ça que vous prenez votre vie en main. Maintenant, vous souhaitez quelque chose, c'est arrivé. Je veux que vous sachiez ceci. Pour la plupart des gens, au moins 50% de ce qu'ils souhaitent se produit. C'est juste qu'ils se concentrent sur certaines choses qui ne se sont pas produites. Pour être honnête, dans une société raisonnablement bien établie, 90% de ce qu'ils souhaitent se produit. Ce sont les 10% dont ils se plaignent. Allô? N'est-ce pas ainsi? Oui. 90% de votre vie se passe comme vous le voulez? Les 10%, vous les copiez, vous n'appréciez jamais les 90% parce que ces 10% n'ont pas eu lieu comme vous le vouliez. Oui. Donc déjà, dans une large mesure, vous contrôlez votre destin. Une petite partie vous échappe, mais cette petite partie peut vous déranger. C'est comme si vous avez parcouru 100 km sans problème. Disons que vous devez faire 100 km, pendant 90 km vous êtes allé sans problème, où vous vouliez aller. Au 91e kilomètre, vous avez un accident. Ça n'est quand même pas bon, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est pour ça qu'ils se plaignent, je ne dis pas qu'ils se plaignent pour rien. Parce que pendant 90 km, tout s'est bien passé, juste avant d'arriver, quelque chose s'est planté. Alors ils souffrent quand même de ça. Maintenant, c'est parce que des situations se produisent autour de nous. Les situations ne se produiront jamais toutes comme nous le voulons. Parce qu'une situation n'est pas que moi. Une situation implique tellement de gens, tellement de forces. Toutes ne vont pas forcément avoir lieu à ma façon. Mais si j'ai lieu à ma façon, je me sens très bien. D'accord? Que la balle de golf vole tout droit ou aille dans les montagnes, je me sens toujours très bien. D'accord. Tant que vous jouez au golf. Même si je ne joue pas. D'accord. Donc maintenant, pour en venir à ça, tant que les choses ont lieu à votre façon, vous suivez votre propre chemin et vous vous sentez très bien. Non, 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 non. Je ne dis pas que tant que les choses ont lieu à votre façon, vous vous sentirez très bien. Si vous vous sentez très bien, peu importe la façon dont elles ont lieu. Quelle que soit la façon dont elles ont lieu, vous vous sentez très bien. D'accord. Voyez, c'est essentiellement... Le monde a mis la charrue avant les bœufs. Dites-moi, est-il plus facile de vous prendre en main ou de prendre en main tous ces gens? Je veux dire, c'est plus dur de se prendre en main. Vous savez... Oh, vous pouvez prendre en main ces gens, essayez. Non, 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 je dis ça parce que les gens ne réalisent pas qu'ils doivent se prendre en main. Ils sont là à vouloir prendre en main les sociétés, les communautés et les gens et à essayer de changer les autres. Non, là maintenant, vous êtes assis ici. Est-il plus facile de vous prendre en main ou de prendre toutes ces personnes en main? Me prendre en main. Vous prendre en main. Vous devez d'abord faire ça, non? Ce qui est simple et facile. Si vous vous prenez en main, voyons à quel point nous pouvons obtenir l'aide de ces gens. Maintenant, lorsque vous dites que vous recherchez le bonheur, ce que ça veut dire, c'est que vous souhaitez que tout fonctionne à votre façon. Alors vous serez heureux. Vous savez, quand on dit « si ceci a lieu, je serai heureux, si cela se produit, je serai heureux », ce que cela veut dire, c'est que le monde devrait fonctionner, l'univers devrait répondre à votre Ce façon. n'est pas ce que je dis, non. Je ne crois pas à ça parce que c'est essayer de mettre des conditions dans tout, que, vous savez, c'est comme ça que ça devrait fonctionner selon moi. Ce que je disais, c'était, disons... Ok, par exemple, un exemple très simple. Quelqu'un veut devenir acteur ou quelqu'un veut devenir joueur de cricket. Et je prends un exemple très simple de ce que vous voulez faire dans la vie, et... Disons que ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu veut dire quoi? Les gens n'ont pas aimé votre jeu, ou les sélectionneurs n'ont pas aimé votre cricket, quelque chose s'est passé. Donc ce que vous voulez n'a pas eu lieu. Pouvez-vous encore être assis ici dans un état de félicité? C'est la question. Peu de gens en sont capables. C'est pourquoi je dis, ce que vous essayez de faire, c'est... Quand vous dites « tout le monde devrait aimer ce que je fais », d'une certaine manière, vous devez prendre en main leurs pensées, c'est ce que vous faites. D'une certaine manière, à travers votre cinéma ou quoi que ce soit, d'une certaine manière, vous prenez leurs pensées en main et faites ce qui leur plaît. Et c'est pour ça que ça marche, n'est-ce pas? Autrement, ça ne va pas marcher. Alors, quel est le plus facile, prendre en main celui-ci ou les prendre en main? Celui-ci. Si vous prenez celui-ci en main, maintenant, vous n'êtes pas là à la recherche de votre bonheur. Vous n'êtes stressé par rien. Vous n'avez pas d'épée au-dessus de la tête. Vous ferez tout à fond parce que vous vous fichez de ce qui se passe.
Quoi qu'il arrive, vous serez toujours bien, ça vous en êtes sûr. Maintenant, vous allez naturellement tout faire merveilleusement bien parce qu'il n'y a absolument aucune inquiétude, parce que vous n'êtes plus biaisé par votre intérêt. Vous ferez ce qui est nécessaire, sans aucun effort. Donc, ce que quelqu'un voit comme un grand cirque et un exploit, vous allez le faire dans la joie, comme un jeu. Je sais que les esprits orientaux ont aussi absorbé cela d'une manière horriblement déformée. Mais là, tout de suite, si vous disiez à votre ami ou votre famille, « Je vais à l'ashram pour 3 jours », il deviendrait très gentil avec vous et demanderait, « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous allez à l'ashram pour soigner une blessure, pour vous consoler. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ou vous devez être trop vieux pour la vie. Autrement, pourquoi iriez-vous dans un ashram? Donc cela s'est immiscé dans cette culture aussi. Essentiellement, si vous êtes vivant, seulement par morceaux, ou si vous êtes partiellement en vie, être partiellement en vie, être partiellement en vie, est une torture terrible. Beaucoup d'entre vous sont passés par ces cours de sciences, je suis sûr que vous avez ouvert des grenouilles et des cafards, n'est-ce pas? C'étaient de beaux êtres vivants. Mais vous les avez ouverts, parce que vous vouliez trouver leur cœur, leur foie et leurs reins. Être à moitié en vie, être à moitié en vie est une torture. Avez-vous vu cela? Être à moitié en vie est toujours une torture. C'est la torture qu'une grande partie de l'humanité traverse en ce moment parce qu'ils sont à moitié vivants. Seule une partie d'eux est devenue vivante. Seul leur physique et leur mental ont pris vie. Le reste doit encore prendre vie. Les gens à moitié vivants vont souffrir de tout. Ils vont souffrir de l'ignorance. Ils vont souffrir de l'éducation. Ils vont souffrir de la pauvreté. Ils vont souffrir de la richesse. Ils vont souffrir d'être seuls. Ils vont souffrir d'être en couple. S'ils ne sont pas mariés, ils souffrent. S'ils sont mariés, S'ils n'ont pas d'enfants, ils en souffrent. Comme si, les enfants, s'ils sont là, ils peuvent venir vous mordre. Ils le font. Pas d'enfants, de quoi souffrez-vous? Mais ceux-là aussi, ils en souffrent. Montrez-moi juste une chose dont les êtres humains ne souffrent pas en ce moment. Montrez-moi juste un aspect de la vie dont les êtres humains ne souffrent pas en ce moment. Ils souffrent de presque tout et n'importe quoi. Pas seulement la vie, ils souffrent même de la mort, avant qu'elle n'arrive. Regardez, il pense à se construire une pyramide pour lui-même. Ce qui est et ce qui n'est pas. Il souffre de tout. Vous ne souffrez pas de solitude, vous ne souffrez pas de la compagnie, vous ne souffrez pas de l'argent, vous ne souffrez pas de la pauvreté. Ce dont vous souffrez, c'est que vous êtes à moitié en vie. Vous essayez désespérément de vous rendre pleinement vivant par l'argent, par la boisson, par le sexe, en faisant un trek, en venant à l'ashram. De tellement de manières, vous essayez de vous rendre pleinement vivant, ce qui n'est pas encore arrivé pleinement. Ici et là, vous ressentez un éclat de vitalité, mais à nouveau, ça reflue. Donc, quand les gens sont en permanence à moitié en vie, le plaisir devient une partie importante de votre vie, une partie très importante de votre vie. Sans lui, vous ne pouvez pas exister. Le plaisir devient primordial dans votre vie,
quand vous n'êtes qu'à moitié en vie, quand la physicalité est tout ce que vous connaissez. Le plaisir devient d'une immense importance dans votre vie. Si vous devenez pleinement vivant, vous deviendrez si heureux, joyeux, extatique, sans raison. Bursts of ecstasy within you without any reason. It's almost embarrassing. Des éclats d'extase en vous, sans aucune raison. C'est presque embarrassant. À ce moment-là, la pensée du plaisir s'évapore simplement. Chercher quelque chose à boire, chercher une chose agréable s'évapore simplement de votre mental, parce que vous êtes pleinement en vie. Quand vous êtes pleinement vivant, le plaisir disparaît. Quand vous êtes à moitié mort, le plaisir est une chose très importante. Si nous voulons réussir dans notre vie, qu'est-ce qui jouera un rôle majeur, Guruji? Le destin, Dieu, l'effort ou la chance? Ou gagner une élection. Si nous voulons gagner aux élections, notre chance est également importante. Destin, Dieu, chance, effort, peut-être tous. Mais dans quelle proportion? Non, quand vous dites destin, de toute évidence, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien. Quand vous dites chance, encore une fois, évidemment, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien. Quand vous dites Dieu, encore une fois, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez rien. The only thing that's in your hands is effort. So put your 100% into your effort. What happens, happens. La seule chose qui est entre vos mains est l'effort. Alors mettez-vous à 100% dans votre effort. Ce qui a lieu, n'est-ce pas? Donc ne laissez pas des portions de votre énergie et de vos capacités à la chance, Dieu, le destin, toutes ces choses. Ce n'est pas votre affaire. Si une telle chose existe, elle agira. Votre affaire n'est que l'effort, n'est-ce pas? Faites juste ça. L'effort doit être incisif, dans le sens, il devrait être concentré, calibré. Si vous faites simplement des efforts, c'est un effort idiot, n'est-ce pas? Le travail seul ne vous mènera nulle part. Le bon type d'action, le bon moment, le bon endroit, tout ceci est important, n'est-ce pas? Alors, pour que toutes ces choses arrivent, vous avez besoin de perception et d'intelligence. Donc c'est tout ce que vous devez faire dans votre vie. Constamment, rechercher des moyens d'améliorer votre perception et votre intelligence. Le reste arrivera de toute façon. Ceci est une chose que malheureusement les humains ne font pas. Ils essaient de devenir capables de quelque chose. N'essayez pas de devenir capable de quelque chose. Améliorez juste votre perception et intelligence, quoi qu'il se présente à vous. En ce moment, disons que c'est comme ça. Vous savez, ça se passe dans le monde tout le temps. Tout le monde veut devenir médecin. Pas maintenant. Il y a 25 ans, c'était comme ça. Vous voulez étudier veut dire, première chose, la médecine. Si vous n'êtes pas pris, quoi ensuite? Ingénieur. Pas de place, alors quoi? Et ainsi de suite, comme ça. Alors disons, vous êtes devenu docteur. Et disons, tout le monde est venu au programme de yoga et ils ont arrêté d'aller chez le médecin. Au moins, vos visites chez le médecin ont diminué, n'est-ce pas? Oui? Ça a diminué ou non? Oui, à coup sûr ça a diminué. Donc, les affaires vont ralentir. Ce ne sera plus une bonne profession. Car très peu de médecins deviennent médecins parce qu'ils veulent devenir médecins. Les autres deviennent médecins parce qu'ils pensent que c'est lucratif. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La plupart des gens deviennent médecins parce qu'ils pensent que la maladie de quelqu'un est une affaire lucrative. C'est très... Je ne veux pas entrer dans d'autres aspects, c'est assez dérangeant pour moi.
Il y a quelques médecins qui veulent réellement être médecins. Ils veulent comprendre le système humain et ils veulent servir dans cette direction. C'est super. Supposons que tout le monde devienne en bonne santé. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Oui. Vous ne voulez pas ça. Alors n'essayez pas de créer une recette pour votre succès. Le succès, c'est seulement lorsque vous êtes capable de vous utiliser à votre plein potentiel. Peu importe que vous deveniez médecin, politicien ou yogi, ou quoi que vous deveniez, ça n'est pas le sujet. Succès veut dire, vous vivez votre vie à plein potentiel. C'est ça que succès veut dire. Pour que cela se produise, vous avez besoin de perception et d'une intelligence active. Comment est-ce que je développe mon intelligence? Ne vous en faites pas pour ça. Là, tout de suite, l'important est d'améliorer votre perception. Si vous êtes capable de voir la vie juste comme elle est, vous avez l'intelligence nécessaire pour bien la conduire. Si vous n'êtes pas capable de voir la vie comme elle est, votre intelligence va travailler contre vous. La plupart des gens intelligents sur cette planète sont généralement les personnes les plus misérables de la planète. C'est simplement parce que ils ont une intelligence active, mais aucune perception de la vie. Alors, une chose extrêmement importante à laquelle les gens n'ont pas travaillé est d'améliorer leur perception. Ils essaient d'élargir leur mental. Ce n'est pas le sujet. Ça va uniquement vous donner une réussite sociale, pas une vraie réussite. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez être capable de voir toute chose juste telle qu'elle est, sans distorsion. Si vous pouvez voir toute chose juste telle qu'elle est, la vie devient un jeu. Vous pouvez y jouer avec joie. Vous pouvez y jouer bien, à coup sûr. Si vous pouvez y jouer bien, les gens diront que vous réussissez. Vous ne devriez jamais penser « je veux réussir ». Ne pensez jamais « je veux réussir ». Voyez juste comment faire de cet être un être à part entière. Les gens diront un jour « oh, il a réussi, il l'a magnifiquement réussi ». Vous ne devriez pas aspirer à la réussite. C'est une manière misérable de structurer votre vie. Vous allez simplement vous causer de la douleur et de la souffrance, et faire souffrir tout le monde, parce que votre idée de succès est assise sur la tête de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui ou non? En ce moment, votre idée de la réussite est « tout le monde devrait être en dessous de vous, vous devez absolument être au-dessus ». C'est ça votre idée de la réussite. Ce n'est pas de la réussite, c'est de la maladie. Donc, ne pensez jamais à la réussite. Voyez juste comment faire de ceci un être à part entière. Ça se manifestera. Si ça se manifeste correctement, les gens autour de vous diront « oh, il a magnifiquement réussi ». C'est bien. Les gens devraient reconnaître que vous êtes une réussite. Vous ne devriez pas penser à comment réussir. Très mauvaise façon d'aborder la vie. Il n'y a ni soustraction ni division dans notre mental. Il n'y a que l'addition et la multiplication. Je vais juste supprimer les pensées négatives et avoir des pensées positives. Bonne chance, ça ne va pas marcher. C'est juste que vous devez prêter un peu attention à son fonctionnement. Vous verrez qu'il y a une distinction entre ce qui est vous et ce que vous avez accumulé. Eh bien, voyez la façon dont la question est posée et aussi la façon dont elle est abordée en général, c'est... Les gens pensent qu'il y a des pensées négatives et des pensées positives. Ils veulent supprimer les pensées négatives et n'avoir que des pensées positives. Ces gens-là, je leur demanderai de simplement faire une expérience pendant 10 à 15 secondes. Qu'ils retirent de force une pensée de leur mental, par exemple, pendant les 10 prochaines secondes, ne pensez juste pas à un singe. Essayez de ne pas penser à un singe pendant les 10 prochaines secondes. Vous verrez que vous serez envahi de singes. Donc ce que je dis, c'est que ceci est la nature de votre mental, parce que dans ce mental, les 3 pédales sont des accélérateurs. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'embrayage. Quoi que vous touchiez, ça ne fera qu'accélérer.
Dans ce genre de mental, les professeurs de morale et de religion ont appris aux gens, ne pensez pas aux mauvaises choses. Eh bien, depuis, c'est un travail à plein temps. Donc, il n'y a pas moyen de gérer le mental comme ça, pas besoin d'une grande illumination. Si vous passez 2 minutes les yeux fermés, vous allez réaliser que vous ne pouvez rien faire de force avec ce mental. Donc, je veux supprimer les pensées négatives. N'allez jamais dans cette direction, parce que ce que vous voulez supprimer va devenir votre qualité, vous serez toujours dessus. Alors que faire? Le truc c'est ça. Sans comprendre la mécanique fondamentale de ce mental, parce que notre mental, le mental humain, est l'ordinateur le plus sophistiqué de la planète. Même tous les super-ordinateurs en sont sortis. Quand c'est le cas, n'est-il pas important que nous comprenions la mécanique de son fonctionnement? Un aspect simpliste de son fonctionnement, c'est que il n'y a ni soustraction ni division dans notre mental. Il n'y a que l'addition et la multiplication. Si vous essayez de faire quelque chose avec lui, il va dire une de plus. Si vous essayez fortement, ça va se multiplier encore bien plus. Dans ce mental, n'essayez pas d'identifier ce qui est positif, ce qui est négatif, pour ensuite le supprimer. Tout d'abord, on doit comprendre que ce mental qui est le vôtre, ce corps qui est le vôtre, sont censés vous servir vous. La vie que vous êtes est importante. Le corps et le mental sont des véhicules qui doivent nous servir nous. Si vous êtes assis dans un véhicule, il doit aller là où vous voulez aller. S'il va vers sa propre destination, quel est l'intérêt d'un tel véhicule? Ce n'est qu'une nuisance. En ce moment, la plupart des êtres humains, malheureusement, vivent cette possibilité fantastique qu'est le mental humain comme une nuisance, comme une chose problématique. Eh bien, c'est la plus belle chose que vous ayez. C'est juste que vous devez prêter un peu d'attention à la façon dont il fonctionne. Voici une chose simple. Le tout premier processus, c'est pour ça qu'on a sorti ce processus appelé Isha Kriya. Il est fait pour vous distancier de votre processus physiologique et psychologique. Il y a quelque chose qu'on appelle vous qui existe. Ce n'est pas la somme de toutes vos pensées et émotions et de votre processus physiologique. Au-delà de ça, il y a vous. Si vous fermez les yeux, même si vous ne pouvez rien voir, vous êtes toujours là. C'est par la fenêtre de vos yeux que vous regardez au dehors, mais si vous fermez les yeux, ça ne veut pas dire que vous n'existez pas, vous existez toujours. Donc au-delà de vos pensées, vous existez encore, au-delà de vos émotions, vous existez encore. Donc ce vous, la vie que vous êtes, cela doit entrer dans votre expérience. Pourquoi est-ce que vous ne permettez pas à cela d'entrer dans votre expérience alors que c'est l'aspect le plus important de qui vous êtes? Qui vous êtes en ce moment, l'aspect le plus important, c'est que vous et moi sommes en vie, là maintenant, c'est tout. Ce que je pense, ce que vous pensez n'est pas l'important. Nous sommes en vie en ce moment, c'est ça l'important. Donc, il est important que vous vous concentriez sur ce sentiment fondamental de vie en vous. Et alors vous verrez qu'il y a une distance naturelle entre vous et votre processus de pensée. Une fois qu'il y a une distance entre votre processus psychologique et votre processus physiologique, c'est la fin de la souffrance, parce qu'il n'y a que deux sortes de souffrances traversées par les êtres humains, la souffrance physique et la souffrance mentale. Une fois que vous créez un peu d'espace entre vous et votre mental, entre vous et votre corps, c'est la fin de la souffrance. C'est quelque chose que chaque être humain doit éprouver et connaître, autrement, en pensant « je vais juste supprimer les pensées négatives et avoir des pensées positives », bonne chance, ça ne va pas marcher. 100% sûr, ça ne va pas marcher, car personne ne peut les supprimer, ils peuvent les éviter un certain temps. Donc quand des pensées négatives arrivent, vous dites « Ram Ram, Shiva Shiva », ce que vous voulez, mais ça c'est juste les éviter, elles n'ont pas disparu. Dès que vous arrêtez ça, elles vont ressurgir avec beaucoup de force, autrement elles vont revenir dans vos rêves. Donc c'est très important. Tout d'abord, vous devez comprendre que votre colère, votre ressentiment, votre peur, vos angoisses, la négativité que vous générez, en général, le ressentiment, la colère, sont toujours dirigés contre quelqu'un. Mais nous devons comprendre que ce sont des poisons que nous buvons et on s'attend à ce qu'un autre meure. Heureusement, la vie ne marche pas comme ça. Si je bois du poison, je meurs. Si je bois du poison, vous ne mourrez pas. Donc, nous devons comprendre ça. Quand je dis poison, aujourd'hui, vous pouvez vous faire des analyses chimiques.
En ce moment, vous avez certaines analyses de sang. 5 minutes de colère intense, vérifiez vos analyses et voyez, il y aura beaucoup d'éléments négatifs dedans, littéralement, vous vous empoisonnez. Donc, voulez-vous vous empoisonner? Certainement pas. Maintenant, la question elle-même vient d'une certaine détresse. Que faire? Ne faites rien. Asseyez-vous juste et préoccupez-vous simplement de quelque chose qui est le processus de la vie. Peut-être vos battements de cœur, peut-être votre respiration, peut-être juste la sensation d'être en vie. Selon votre niveau de sensibilité ou de perception, selon ça, trouvez quelque chose. Ça pourrait être une sensation dans le corps, ça pourrait être la respiration, ça pourrait être un battement de cœur, ça pourrait être n'importe quoi, quelque chose qui vous indique la vie. Prêtez simplement attention à ça. Pendant un certain temps, lentement, vous verrez, il y a une distinction entre ce qui est vous et ce que vous avez accumulé, qui comprend vos possibilités physiologiques et psychologiques. Possibilités ou pagailles, selon ce que vous en avez fait. Quand allez-vous apprendre comment gérer mes pensées, comment gérer mes émotions? On va vous donner des outils pour comprendre cette machine. Quel que soit le problème, on fera de notre mieux. Mais celui-ci ne devrait pas être le problème. Dans la vie, il y a des périodes où nous sommes déprimés, nous nous sentons seuls. Tout le monde est contre nous et il n'y a personne pour nous guider ou pour parler. Donc, dans ces moments-là, comment gérer cela ou comment faire face à cela? Voyez, c'est une situation malheureuse dans laquelle tout un tas d'êtres humains se trouvent. Dans leur expérience personnelle, la vie c'est moi contre l'univers. Être en compétition avec l'univers est une chose stupide. C'est une compétition dans laquelle vous ne devriez pas entrer. Allô? Moi contre l'univers, c'est entrer dans une mauvaise compétition. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est pourquoi le yoga. Yoga ne veut pas dire contorsionner votre corps. Le mot yoga signifie union. Là maintenant, c'est moi contre l'univers. Cela est juste votre état psychologique. Ce n'est pas la réalité. Même lorsque vous vous sentez extrêmement seul, est-ce que vous respirez encore? Donc vous êtes en interaction avec le monde, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a qu'avec les gens autour de vous que vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais l'air vous va bien, la nourriture vous va bien, si elle a bon goût. L'eau vous va bien. Vous avez des interactions avec le monde, n'est-ce pas? Votre existence est constamment engagée avec l'univers, mais votre mental se positionne contre l'univers. Si vous créez un état psychologique dans lequel vous êtes contre ou en compétition avec l'univers ou le cosmos, de toute évidence, vous allez vous sentir écrasé pour de petites choses. De petites choses vont vous écraser. Quand je dis de petites choses, vous avez peut-être échoué à votre examen, vous avez peut-être été renvoyé de cette université, vous avez peut-être été licencié, peut-être que quelqu'un vous a largué, peut-être que quelque chose comme ça a eu lieu. Tout ça, ce sont de petites choses entre la vie et la mort. Parce que vous êtes arrivé ici sans rien, n'est-ce pas? Quand vous mourrez, il n'y a pas de service de stockage pour vous. Vous mourrez sans rien. Malgré cela, la plupart des gens ont transformé leur maison en entrepôt. La plupart des gens portent un énorme bagage sur la tête, comme s'ils portaient l'univers tout entier sur leur tête. C'est leur propre état psychologique. C'est de vos pensées et émotions que vous parlez, pas vrai? Quand allez-vous comprendre comment gérer vos pensées et émotions? Pas celles de cette personne-ci, pas celles de cette personne-là, les vôtres. Quand allez-vous apprendre comment gérer mes pensées et mes émotions? À la fin de votre vie? Le seul problème avec la vie, vraiment, c'est juste ça. La plupart des êtres humains se sont pris trop au sérieux. Ils ne comprennent pas. Vous avez vu sur l'écran d'ordinateur ces pop-up. Vous êtes un pop-up sur cette planète. Vous surgissez pendant 2 secondes et repartez.
Non, non, voyez, d'innombrables personnes comme vous et moi ont foulé cette planète. Eux aussi étaient des gens importants. Où sont-ils? Tous? Du terreau? Du terreau, oui ou non? À moins que quelqu'un, vos amis, ait décidé de vous enterrer vraiment profond, de peur que vous ne ressuscitiez d'entre les morts. Vous savez, c'est déjà arrivé. Ou peut-être que vous prévoyez d'aller au paradis. Allô? Quiconque parle d'un endroit autre que cet endroit comme étant meilleur que celui-ci, ceci est un crime contre l'humanité. Mon travail fondamental est de détruire tous les paradis, afin que les gens apprennent à bien vivre ici. Tous ces idiots qui ont fait d'eux-mêmes un enfer, ils veulent aller au paradis. Ils ont semé la pagaille ici, et après ils veulent aller au ciel. Je vous le demande, avez-vous une quelconque preuve? Avez-vous une preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et en train de tout gâcher? Avez-vous une quelconque preuve? Vous êtes déjà au paradis, en train de tout gâcher. Oui, simplement parce que vous n'apprenez même pas à gérer vos facultés de base, vos pensées et vos émotions, n'est-ce pas? Votre seule justification, c'est que tout le monde est comme ça. C'est comme ça dans les maisons de fous. C'est comme ça dans une maison de fous. Seul le médecin a l'air fou. Donc quand allez-vous gérer cela? Lentement? À 60 ans? Je vous pose la question. Quand allez-vous apprendre comment gérer mes pensées, comment gérer mes émotions, comment gérer mon corps, comment gérer ma chimie? Quand allez-vous apprendre cela? À la fin de votre vie? Parce que cette culture a évolué. Quand faut-il se mettre à la spiritualité? À 70 ans? Quand vous n'êtes plus bon à rien d'autre? Non, le plus tôt possible. Ce qu'il y a de plus profond chez vous, pas aux cieux, dans cette vie, tout ce que vous devez savoir, vous devez le savoir au plus tôt, n'est-ce pas? Alors seulement, vous allez vivre une vie sensée. Ça va si je vous raconte une blague? Vous ne serez pas offensé? Parce que c'est l'assemblée la plus sérieuse que j'ai jamais vue ces dernières années. Combien d'entre vous sont dans le journalisme? La plupart d'entre eux. Ok. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai, quand il était à Paris, était marié à une Française. Un jour, c'est leur anniversaire, leur premier anniversaire. Donc elle invite un groupe d'amis et elle veut cuisiner quelque chose de vraiment frais, que tout soit frais. Donc toute la matinée, elle lui fait faire le tour des marchés. Ils achètent des légumes frais, de la viande fraîche, du poulet frais, ceci, cela, tout. Puis le soir, elle dit, parce que les Français ont ces, vous savez, des escargots en apéritif. Elle lui dit, va à la plage ramasser des escargots frais. Et je vais faire des amuse-bouches pour les amis qui viennent. Donc Shankaran Pillai va à la plage et il ramasse tous les escargots et les met dans un seau. Puis il tombe sur un vieil ami, un Indien. Le courant passe et ils se mettent à parler de l'ancien temps. Il oublie tout simplement qu'il est marié. Vous savez, quand vous rencontrez de vieux amis, ça arrive. Et tous les deux vont dans un bar et boivent quelques verres, et ça lui sort complètement de la tête. Lui, il réalise, les escargots sont en train de grimper hors du seau, et tac, un escargot tombe du seau. Il réalise, oh mon Dieu, je suis censé rapporter les escargots à ma femme française. Elle attend. Donc il dit, il faut que j'y aille, et il s'en va. À ce moment-là, il était déjà très tard. Il s'en va, il sait que ça ne va pas être agréable. Donc, il arrive près de la maison et répand tous les escargots au sol, jette le seau et va frapper à la porte. La furie française arrive. Il se retourne et dit, « Allez les gars, on y est presque, allez, d'une aire !» Donc, quand allez-vous ramasser vos escargots, les mettre dans les seaux et les régler?
Vos problèmes, vous devez les régler, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des problèmes, je veux que vous le compreniez. Vous ne souffrez pas de votre vie. Vous ne souffrez que de deux facultés fantastiques, que seul, c'est un privilège en tant qu'être humain d'avoir ces deux facultés fantastiques. L'une est que nous avons une mémoire très vive. C'est grâce à cette mémoire que notre vie est si riche, plus que celle de toute autre créature, et nous avons une imagination fantastique. Maintenant, voilà ce dont vous souffrez. Ce qui a eu lieu il y a 10 ans, vous pouvez encore en souffrir. Pourquoi? Est-ce la vie ou la mémoire qui vous fait souffrir? Allô? La mémoire. Ce qui pourrait avoir lieu après-demain, vous en souffrez déjà. Est-ce la vie ou l'imagination qui vous fait souffrir? Deux facultés absolument fantastiques que vous avez, vous en souffrez. Donc qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez redevenir un ver de terre? Un ver de terre est une créature très écologique, je n'ai rien contre. Mais il a fallu des millions d'années d'évolution pour vous obtenir un cerveau de cette taille. Et maintenant, vous en souffrez. Si on vous enlève la moitié de votre cerveau, bien sûr, vous serez assis ici sans aucune anxiété, sans aucune souffrance, en paix. Ce qu'il faut, c'est vous retirer votre cerveau, parce que vous souffrez de votre propre intelligence. Oui ou non? Parce que on vous a donné une machine très complexe. Vous n'avez même pas pris la peine de lire le mode d'emploi. Vous voulez juste faire n'importe quoi. Non. Les jeunes, il est temps que vous compreniez certaines choses sur vous-même. Si vous ne savez pas comment faire, on va vous donner des outils pour comprendre cette machine. Parce que dans votre vie, de nombreux problèmes vont apparaître. Si plus les problèmes se présentent, ça veut dire que vous vivez une vie plus active. Rien ne se présente veut dire que vous ne vivez pas. Oui, beaucoup de problèmes tous les jours. J'ai un maximum de problèmes en cours dans ma vie, au quotidien. Parce que tellement d'activités dans le monde, des activités dans le monde entier, rien qu'avec des volontaires, d'accord? Volontaire veut dire que personne n'est qualifié pour le poste, et vous ne pouvez pas les renvoyer pour inefficacité. Et ils vous aiment, que faire? Donc cette chose-là, vous devez la régler, c'est-à-dire que dans votre vie, vous n'êtes pas le problème. D'accord? Quel que soit le problème, nous allons faire de notre mieux, mais celui-ci ne devrait pas être le problème.